Silence dans la salle. Le tribunal de l'histoire des sciences vous demande d'accueillir la cour. Veuillez vous lever. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une affaire délicate, car les faits s'étendent sur plusieurs siècles. Une affaire qui confine au devoir de mémoire ou d'oubli. C'est là tout l'enjeu de ce procès. Accusé, veuillez vous lever. Déclinez votre identité. Je suis l'Europe. Fille de la Grèce antique, héritière de Rome, j'ai engendré les philosophes, créé les premières universités et... Oui, merci. Je vous demande votre identité, vous me récitez votre curriculum vitae. Il semble que vous ne pouviez pas mieux illustrer les raisons de votre présence sur ce banc des accusés, Europe. Vous êtes convoqué pour répondre des chefs d'accusation suivants. Avoir transformé l'histoire des sciences en un miroir à votre image, avoir minimisé, voire ignoré des siècles de savoir, avoir pratiqué une exclusivité outrancière dans le récit historique des progrès scientifiques. Alors, que l'on soit clair dès le début de cette audience, il ne s'agit pas là d'effacer votre héritage ou de le remettre en question d'une quelconque façon. Elle vise au contraire à entendre celles et ceux qui ont été relégués dans l'ombre par votre omniprésence dans les récits, et ceci de façon consciente ou inconsciente. Plaidez-vous coupable ou souhaitez-vous vous défendre ? Je plaide coupable. S'il vous plaît, un petit peu de silence. Très bien, vous avez donc choisi de plaider coupable. Le procès de l'eurocentrisme peut donc débuter. Et à la barre, j'appelle donc l'Europe. Monsieur le greffier, veuillez prendre note que lors de ce procès, nous nous attarderons principalement sur des chefs d'accusation portant sur les mathématiques et l'astronomie. Mais il va sans dire que si la responsabilité de l'accusé venait à être démontrée, alors elle s'étendrait évidemment aux sciences dites naturelles, ainsi qu'à d'autres domaines comme l'aviation, la cartographie et d'autres aspects technologiques qu'il serait trop long de l'hystérie. Ce petit rappel étant fait, entrons dans le vif du sujet avec les mathématiques. Et un exemple qui, je pense, parlera à tout le monde, le théorème de Pythagore. Qu'avez-vous à nous dire, accusé ? Le théorème de Pythagore est certainement l'un des plus célèbres résultats des mathématiques. On l'apprend en classe de 4e en France. C'est un théorème de géométrie euclidienne qui permet de calculer les distances dans un triangle rectangle. Le principe est simple. Si l'on nomme hypoténuse le côté qui est opposé à l'angle droit, alors le carré de cette hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ainsi, si l'on dispose de deux longueurs dans un triangle rectangle, ce théorème nous permet de calculer le troisième. On le doit au philosophe Pythagore qui serait né aux environs de 580 avant notre ère sur l'île grecque du nom de Samos. L'impact culturel en Europe est tel qu'une véritable communauté qu'on appellera l'école pythagoricienne établira bien d'autres résultats dans les siècles qui suivirent. Merci, je passe maintenant la parole à monsieur le procureur. Alors accusé, ma question est aussi simple que concise. Pouvez-vous me parler de la tablette dite Plimpton 322 ? Oui, la tablette Plimpton 322 est l'une des nombreuses tablettes d'argile babyloniennes retrouvées depuis le 19e siècle, et dont une bonne partie contient des données mathématiques d'époque. Sur cette tablette, on peut voir de nombreux exemples de ce que l'on appelle aujourd'hui des triplés pythagoriciens, c'est-à-dire un ensemble de 3 nombres qui vérifient le théorème de Pythagore, comme par exemple le plus célèbre d'entre eux, le triplet 3, 4, 5. Effectivement, 3 au carré plus 4 au carré est bien égal à 5 au carré. Et vous dites que cette tablette contient combien de triplés de la sorte qui respectent ce théorème ? Une quinzaine, monsieur le procureur.
D'accord. Et pourriez-vous nous dire de quand date cette tablette ? Environ 1800 ans avant notre ère, monsieur le procureur. Soit 1200 ans avant votre Pythagore. Merci, je n'ai rien à ajouter. Accusé, qu'avez-vous ajouté pour votre défense ? Monsieur le juge, je ne nie pas que l'on ait eu connaissance des triplets pythagoriciens bien avant Pythagore lui-même. Ce que j'avance, c'est que pour parler de théorème, il faut qu'il y ait preuve. La connaissance du fait qu'il existe certains triplets pour lesquels la relation marche ne suffit pas à pouvoir affirmer avec certitude que la relation est vraie pour tous les nombres. Et cette démonstration, c'est bel et bien à Pythagore qu'on la doit en premier. Il n'empêche que les Babyloniens sont loin d'avoir été les seuls à connaître ce résultat avant votre Pythagore. Les savants indiens dans les Sulba Sutras ont cette formulation: la diagonale du carré produit le double de l'air, ce qui veut dire rigoureusement la même chose. Et nous sommes là entre le 8e et le 9e siècle avant notre ère, soit plusieurs centaines d'années avant Pythagore. Et puis, démonstration ou pas, le fait est là. De ces savants indiens ou babyloniens ayant travaillé sur ces triplets, voire sur des débuts de démonstration, nous n'en avons aucun nom. Bien, je pense que nous avons fait le tour de Pythagore, les jurés se feront leur propre avis. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au dossier de l'algèbre, où, je crois sans vouloir m'avancer, l'Europe compte en son sein de nombreux représentants. En effet, monsieur le juge, l'algèbre est la branche des mathématiques qui s'occupe des opérations et des différentes manipulations des nombres pour aboutir à la résolution d'un problème. L'histoire de l'algèbre commence dès la fin du XVe siècle avec la publication du livre « Tripartie en la science des nombres » par Nicolas Chuquet. Dans cet ouvrage, il pose les bases de cette nouvelle discipline en explicitant entre autres la règle de 3, des solutions aux équations du second degré ou encore l'emploi des quantités négatives dans les équations. S'ensuivent des génies comme Tartaglia, François Viette, qui proposent de nouvelles méthodes de résolution, notamment des équations du troisième degré. Enfin, au milieu du XVIIe siècle, le grand René Descartes avance un apport décisif avec l'emploi des lettres X, Y et Z pour désigner les quantités inconnues. Merci pour ces précisions. Monsieur le procureur, une remarque ? Oui, une remarque. Car il me semble qu'en choisissant de démarrer son récit en 1484 avec le français Nicolas Chuquet, l'accusé oublie à nouveau une bonne partie de l'histoire de cette discipline. Accusé, après votre brillant exposé, vous pourriez peut-être aussi nous parler de Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi ? Oui, monsieur le procureur, je vois où vous voulez en venir. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, qu'on appelle plus communément al-Khwarizmi, est un mathématicien persan de langue arabe qui a vécu entre le 8e et le 9e siècle. C'est notamment à lui que l'on doit l'écriture dite arabe des différents chiffres, qu'il a en réalité importé de l'Inde, qu'il a largement contribué à diffuser et à en populariser l'usage grâce à son ouvrage Traité du système de numération des Indiens. Il est par exemple à l'origine de la classification de tous les processus permettant d'obtenir un résultat en suivant des étapes bien précises, tant et si bien qu'à force d'y être associés, ces processus en sont même venus à prendre son nom. Al-Khwarizmi est passé dans le langage courant en Occident et est resté sous la forme que l'on connaît actuellement, algorithme. Mais son plus gros apport reste sans doute le livre abrégé du calcul par la restauration et la comparaison, dans lequel il propose des méthodes bien précises de résolution d'équations du premier et du second degré. À ce titre, son ouvrage est considéré comme le premier traité d'algèbre de l'histoire. Les deux notions fondamentales qu'il apportera sont la restauration et la réduction. C'est lui qui comprend que les équations sont comme un système de balancier qu'il faut en permanence équilibrer. Par son concept de restauration, il comprend par exemple que les lignes x carré égale 24 moins 2x carré est équivalente à x carré plus 2x carré égale 24, car on est passé d'une ligne à l'autre en ajoutant 2x carré de chaque côté de l'égalité. Son autre concept, la réduction, est une sorte de conséquence de la restauration. De la même façon que l'on peut ajouter un terme identique de chaque côté, il affirme que l'on peut également soustraire des termes identiques. X carré plus 8 égale 24x plus 4x carré devient donc 8 égale 24x plus 3x carré en soustrayant de chaque côté le terme x carré. Je vois. C'est encore ce que nos enfants apprennent de nos jours, il me semble. Absolument, monsieur le juge.
C'est en fait le mathématicien Fibonacci, après une éducation au Maghreb central, puis un long séjour notamment en Égypte et en Syrie, qui importa ces méthodes de résolution que sont la restauration et la réduction en Occident. Et si je peux me permettre encore une question qui enfoncera définitivement le clou dans le cercueil de la défense de l'accusé et montrera de façon claire et nette que le berceau de l'algèbre est dans le monde arabe. Accusé, pouvez-vous traduire en arabe le mot restauration que Al-Khawarizmi utilise dans ses résolutions ? Eh bien, répondez, accusé. Al-Jabr. Al-Jabr qui a abouti à quel mot en français, s'il vous plaît ? Algèbre. Silence, silence. Bien. Quittons maintenant le monde des mathématiques pour explorer les chefs d'accusation suivants. Monsieur le procureur, il semble que du côté de la physique et de l'astronomie, l'accusé aurait fait sienne des découvertes que d'autres peuples maîtrisaient déjà. Je vous le confirme, monsieur le juge. Nous connaissons tous des noms comme Copernic, Galilée, Tycho Brahe. Ces personnages ont leur nom de rue un peu partout, parfois même des statues à leur effigie. Et tout cela parce que le récit historique orienté de l'accusé a invisibilisé des savants dont nous n'avons plus d'autre choix que de parler sous le nom de savants mayas. Ici, pas d'honneur dans les livres d'histoire, pas de prestigieuses avenues arborées portant leur nom. Et pourtant, accusé, je vous laisse nous parler... Tenez, au hasard, que diriez-vous du Codex de Dresde ? Monsieur le procureur, si j'ai dit en début de séance que je plaidais coupable, c'est bien que j'ai conscience de la façon dont je me suis accaparé les avancées scientifiques durant plusieurs siècles. Et le peuple maya en est malheureusement un exemple flagrant. Les codex mayas sont les reliquats des textes écrits par les scribes mayas précolombiens. Ils sont au nombre de 4 et le plus célèbre d'entre eux est donc celui qui porte le nom de Codex de Dresde. Dans le chapitre 4 de ce codex, on trouve un tableau extrêmement précis des éclipses solaires passées et à venir. Ce qui montre à quel point le peuple maya avait une parfaite connaissance du ciel et de ses phénomènes, bien avant l'astronome Edmond Halley. Plus probant encore, dans le chapitre 3, on découvre une estimation du cycle de Vénus de 584 jours, qui est conforme à la réalité. Ce codex date d'entre 900 et 1200 ans avant notre ère, alors qu'en Europe, c'est effectivement le nom de Galilée qui sera retenu pour l'établissement de ce cycle, en 1610. Malheureusement, et encore une fois je plaide coupable, les Mayas n'ont pas été les seuls oubliés de l'histoire des sciences. Concernant les premières observations des taches solaires, c'est encore et toujours à Galilée qu'on donne la primeur en 1611. Mais en Chine, on note dès 364, soit 1300 ans plus tôt, que ces taches sont rigoureusement référencées dans les chroniques impériales. Merci, nous allons maintenant passer au domaine de la médecine, où là encore il me semble que vous avez des choses à dire, monsieur le procureur. Absolument. Accusé, pouvez-vous nous donner le nom de celui que l'on désigne couramment comme le fondateur de la médecine ? Monsieur le procureur, si vous me le permettez, je distinguerai deux notions. La médecine ancienne, dont le digne représentant est Hippocrate, aux alentours de 400 avant notre ère, et la médecine moderne, dont on pourrait attribuer la paternité à René Laennec, au XIXe siècle. Un grec et un français, si je comprends bien. Décidément, accusé, vous persistez dans votre déni. Eh bien, soit. Pouvez-vous maintenant nous parler du papyrus Ebers ? Vous avez raison, monsieur le procureur. Il existe des documents bien plus anciens que les écrits d'Hippocrate. Le papyrus Ebers en est une illustration. Il s'agit de l'un des plus anciens traités de médecine connus à ce jour. Il provient d'Égypte et est estimé datant du XVIe siècle avant notre ère, soit plus d'un millénaire avant Hippocrate. Il contient 877 remèdes contre des maladies diverses. Et même si, évidemment, on peut en contester sa validité scientifique à la lumière de nos connaissances actuelles, il n'en est pas autrement avec les traités d'Hippocrate, dont on a pourtant retenu le nom comme le père de la médecine. Bien. À ce sujet, j'appelle à la barre Fantine et Hippocrate pour un témoignage additionnel sur cette vision ethnocentrée de la médecine. Merci, monsieur le procureur. Effectivement, vous faites bien d'évoquer le papyrus d'Ebers, mais l'Égypte est loin d'être la seule à avoir été oubliée lorsqu'on examine l'histoire de notre discipline. Citons pêle-mêle la médecine arabo-persane avec par exemple Al-Razi qui distingue la variole de la rougeole, ou Ibn al-Nafis qui a été le premier à mettre en évidence la circulation pulmonaire.
ou encore le Canon, traduit comme le livre de la loi concernant la médecine, un ouvrage encyclopédique rédigé en arabe par Avicenne, médecin et scientifique persan du XIe siècle, dont peu de gens connaissent le nom encore aujourd'hui, mais qui reste l'un des ouvrages médicaux les plus importants. Je passe sur les techniques de chirurgie plastique décrites dans Sushruta Samhita par l'indien Sushruta, qui seront indûment attribuées à Ambroise Paré, ou encore à la vaccination. Oui, monsieur le juge, on attribue couramment la découverte du principe de vaccination à Edward Jenner en 1796. Mais ce sont les Chinois et les Indiens qui, dès le XVe siècle, soufflaient des croûtes de variole dans le nez des patients pour les immuniser contre celle-ci. La variolisation était l'ancêtre de la vaccination. Jenner a simplement eu l'idée d'utiliser plutôt des pustules de vaccine, une maladie bénigne des vachers, mais le principe même d'immunisation lui était bien antérieur. Enfin, n'oublions pas la pharmacopée des peuples précolombiens. Ce sont les conquistadors qui ont ramené la quinine en Europe, certes, mais elle était utilisée depuis des siècles par les guérisseurs pour lutter contre le paludisme avec succès. Bref, des Égyptiens aux Chinois, en passant par les Perses, les connaissances attribuées à tort à des scientifiques européens sont légion. Et comme toute science, la médecine que je pratique, elle, n'a pas de frontières. En tout cas, c'est comme cela que je la pratique. J'en ai bien le droit, non ? Merci Fantine, oui, vous avez le droit. Accusé, qu'avez-vous à ajouter au témoignage de notre témoin ? Je n'ai rien à ajouter, monsieur le juge. Il semble qu'en médecine également, en plus des mathématiques et de l'astronomie, j'ai eu une fâcheuse tendance à surestimer mon apport, voire à effacer la contribution d'autres savants. C'est malheureusement tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Tout ce que vous avez à dire ? Je vous trouve un peu léger, accusé. Je pense au contraire qu'il y aurait encore beaucoup à dire. Nous n'avons même pas parlé des horloges astronomiques apparues en Chine 2 siècles avant leurs inventions en Europe, ou des travaux d'Ibn al-Haytham, pionnier de l'optique, ou encore de l'Indien Canada qui postule vers -600 de l'existence d'unités indivisibles, proposant donc une vision atomiste de la matière, bien avant Démocrite. Et que dire d'inventions déterminantes comme l'imprimerie, la boussole, la poudre, dont l'Europe s'est accaparé le crédit, mais qui viennent en réalité de Chine, par la route de la soie. Monsieur le juge, il me semble que la culpabilité de l'Europe en termes d'ethnocentrisme n'est désormais plus à prouver. C'est la raison pour laquelle je préconise une sanction exemplaire, à savoir la retranscription intégrale de ce procès sur la chaîne de vulgarisation scientifique nommée Matador. Merci monsieur le procureur. En résumé de cette longue audience qui, on l'aura compris, n'a été interrompue que par la nécessité de rester dans une temporalité acceptable, Europe, certes vous avez été brillante, personne ne le nie. Mais vous n'avez pas été la seule, comme vous avez pu le prétendre, et vous êtes rendu coupable d'invisibilisation des autres civilisations dans les avancées scientifiques, et ceci consciemment ou pas. En conséquence, après délibération, il semble que la retranscription de ce procès ne soit pas suffisante et que, ironie du sort, monsieur le procureur, vous fassiez vous-même preuve d'eurocentrisme en proposant une telle sanction. Car alors que des savants comme Galilée ou encore Descartes ont eu droit à une vidéo entière sur cette chaîne, vous vous apprêtiez à réduire les savants des autres civilisations à une simple vidéo de procès dans laquelle ils sont juste brièvement cités. C'est la raison pour laquelle, accusé, la Cour vous intime le devoir, en plus de la retranscription intégrale de ce procès, de consacrer dans le futur une vidéo entière sur la chaîne Matador dédiée aux travaux du mathématicien Al-Khwarizmi. L'audience est levée.